Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit quoi que ce soit et que j'ai rien dit sur les ondes. Il faut savoir que j'étais pas mal occupée par la publication de mon livre. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo ou lettre. Et puis l'autre chose, c'est que comme beaucoup d'entre vous, j'ai été un peu submergée par toutes ces informations qui nous sont parvenues durant cette période. Donc je suis restée plutôt silencieuse. Mais maintenant j'ai envie de parler parce que j'ai noté que ce que je ressens par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, la vision que j'en ai, très peu de gens en parlent, très peu de gens partagent les idées que j'ai, et je me dis que si je vous en fais part, ça pourrait peut-être vous apporter en tout cas une autre façon de voir les choses, et qui sait peut-être vous aider aussi à vivre cette transition d'une façon plus positive, plus agréable. Donc, de quoi s'agit-il? En fait, je voudrais vous parler de pourquoi on souffre dans ces périodes de transition, de changement, de profond bouleversement, et comment on peut transformer cette souffrance, transformer ces douleurs, voire même les faire disparaître, simplement par l'acquisition de certaines connaissances et une modification de notre vision, donc en conséquence de ces connaissances. Alors, oui, pour qu'on s'entende au niveau du vocabulaire, je vais appeler souffrance ou douleur toute situation qui est vécue difficilement, avec de la peine, etc. Après, ça peut avoir plein de degrés, hein. Ça peut être juste un truc franchement pas agréable, ou ça peut être la vraie souffrance qui nous rend complètement extrêmement malheureux et dont on a toutes les plus grandes peines du monde à sortir. Donc toutes les échelles de valeur, et tout le reste, ça sera dans les choses plaisantes, dans les choses agréables. Donc voilà. Et puis aussi parce que ce que je vais vous dire là, ça concerne, disons, notre façon de vivre ces événements qu'on qualifie de souffrance d'une façon tout ce qu'il y a de plus générale. Je vais l'appliquer plus particulièrement à la situation qu'on vit en ce moment, parce que je me rends compte que beaucoup de gens en souffrent, mais ça peut tout à fait s'appliquer à des événements qui arrivent dans notre vie au niveau individuel, quelque chose, bing, qui nous tombe dessus. Hein, vous savez très bien que ça fait partie de la vie, comme on dit. Et selon si on est préparé ou pas, si on a des connaissances ou une certaine vision ou pas, on peut vivre ces choses d'une façon, on va dire, fluide ou pas du tout fluide. Et c'est justement ce dont je vais vous parler là tout de suite. Alors, en premier lieu, je voudrais dire une chose importante, c'est que ce qu'on qualifie de souffrance, alors, encore une fois, souffrance, douleur, petite ou grande échelle, peu importe, ce qu'on qualifie de souffrance, c'est un événement qui va arriver dans notre vie et qu'on va vivre comme tel. Il faut quand même bien avoir clair dans l'esprit que l'événement qui arrive dans notre vie, lui-même, n'est pas la souffrance. La souffrance provient de ma propre façon de le vivre, de ma propre interprétation de cet événement, de la façon dont je vais le gérer. Ça veut dire donc que la souffrance, encore une fois, de façon générale, est une chose essentiellement subjective. Donc c'est très important de bien garder ça à l'esprit, parce que qui dit que c'est essentiellement subjectif, dit aussi que ça peut changer. Un jour, je peux vivre cet événement d'une façon terriblement douloureuse, ça bouleverse ma vie et je ne peux pas le supporter, je souffre, etc., etc. Et si ça se trouve,
parce que au fil de ma vie j'aurais changé, j'aurais vécu d'autres choses, etc. Peut-être 10 ou 20 ans plus tard, je vivrai le même événement, et cette fois, point de souffrance. C'est tout à fait possible. De même que le même événement qui arrive dans la vie d'une personne A et dans la vie d'une personne B peut être perçu tout à fait différemment. Pour l'une, ça sera la plus terrible calamité, elle va être en pleine souffrance, douleur, etc. Et pour l'autre, bon, ma foi, ça passe. Pourquoi? Parce que donc, la souffrance, disons, pas la souffrance justement, le fait, la façon dont on va vivre l'événement, de la façon dont on va vivre l'événement va dépendre la qualité ou la couleur qu'on va donner à cet événement. Une couleur de souffrance ou une couleur de bonheur ou une couleur neutre. Mais ce que je veux dire surtout par rapport à ça, et c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'événement, lui, qui arrive, il n'est pas teinté, il n'est pas coloré, ni en plaisir, ni en déplaisir, ni en bonheur, ni en souffrance. L'événement, lui, est neutre. Ça, c'est très très important. Toutes les expériences que nous recevons dans nos vies sont des expériences, des événements qui sont neutres. C'est nous, notre vécu, notre passé, nos expériences passées, nos peurs, nos appréhensions, nos désirs, tout un tas de choses, tout notre univers personnel qui va colorer cet événement d'une teinte, voilà, agréable ou pas agréable. Bon, ceci étant dit, eh bien, on va supposer que voilà, un événement arrive dans ma vie et pour des raisons multiples, connues ou inconnues, peu importe, j'en souffre. Évidemment, si j'en souffre pas, le problème est réglé, on n'en parle même pas. En l'occurrence, j'en souffre, c'est terrible, etc. Pourquoi est-ce que j'en souffre? Eh bien, ça va faire partie d'une des règles de l'univers, on va dire, peut-être une règle que l'on peut appliquer à sa vie, en tout cas si ça résonne en vous, si vous pensez que c'est juste. La souffrance, en fait, vient du fait que l'on n'est pas fluide, que l'on n'est pas en accord avec le flux de l'univers, que l'on ne coule pas dans la fluidité de l'univers. Un événement arrive et au lieu de couler avec lui, de faire un avec lui, oh, on résiste, on n'accepte pas, on se révolte, on crie, on pleure, et là commence la souffrance. Alors oui, c'est pas facile évidemment d'être fluide dans les événements qui arrivent comme ça, qui sont en général évidemment des événements imprévus, inattendus et évidemment non souhaités. C'est pas facile du tout, mais pour faire simple, imaginez un petit truc tout bête de la circulation routière. Voilà, vous avez prévu votre voyage, vous avez pris votre voiture, tout est prêt et vous allez, disons, à Narbonne ou je sais pas quoi. Vos amis vous attendent là-bas pour midi, pour le repas, l'apéro est prêt et tout. Et vous êtes en route tranquillement au travers des petites routes. Donc vous êtes sur la route. Votre petit bonhomme de chemin avance doucement, votre voiture tout ronronne bien, etc., etc. Vous rêvez déjà à vous retrouver avec vos amis, en train de boire l'apéro et tout. Et tout d'un coup, en plein milieu de la route, bing, un barrage de flics, de gendarmes, de CRS, de tout ce qu'on veut. Ils vous font les grands signes, la route est fermée, c'est interdit de passer, il faut passer par là-bas, la déviation, etc., etc. Ouf! Tous vos plans s'écroulent, cette déviation vous la connaissez pas, en plus vous savez même pas ce qui se passe, mais la déviation elle est même pas fléchée, à peine sur 100 mètres et après débrouillez-vous, et en plus vous avez même pas votre GPS, ou alors là il n'y a pas de réseau, enfin bref, vous voilà dans la pampa, parce que évidemment il n'y avait pas moyen de passer ni de discuter avec tout le régiment de flics, et voilà. Et là évidemment, eh ben, il y a plusieurs façons d'appréhender la situation. Alors il y en a un qui va se dire, un des conducteurs, il va se dire bon, ben
Mon plan change, d'accord, ok, je suis sur les petites routes de campagne, je connais pas ma route. Mais après tout, ça va peut-être être l'occasion de découvrir un nouveau chemin, un nouvel itinéraire, peut-être des nouveaux villages, qui sait, rencontrer des gens, découvrir un autre resto. Ma foi, je peux bien appeler mes copains et puis j'arriverai un peu plus tard. Et puis voilà, je demanderai mon chemin en route. Voilà. Une façon d'être fluide, tout simplement. Hein, celui-là, il a accepté que, bon bah voilà, sa route a changé, et puis il fait avec. Et puis, bah, il y a l'autre conducteur qui va dire « Ah, c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça », et il trépigne d'impatience, et il refuse, et machin, et truc, et bidule. Et bah lui, forcément, pour lui, ça va mal se passer, il est en souffrance, en colère, en peur, en tout ce qu'on veut, et il est tout ce qu'il n'y a pas fluide dans la situation, dans la non-acceptation. Et en fait, c'est ça. Donc vous voyez, bon évidemment il y a toutes les intermédiaires, mais c'est juste pour clarifier les choses. Des flics qui barrent notre route dans notre vie, il y en a sans arrêt. On les appelle des obstacles, des événements, des drames, des catastrophes, tout ce qu'on veut. Des choses dans notre vie qui arrivent, qui se placent là et qui font que bien des choses sont remises en question. Et en l'occurrence, en ce moment, depuis quelques mois, eh ben, un minuscule virus, gros comme une tête d'épingle et certainement moins, plus petit, eh bien, a bouleversé la vie de centaines de millions de gens sur la planète. Et voilà. Alors, il y a ceux qui résistent et il y a ceux qui sont fluides avec le mouvement. En fait, être fluide avec, ou alors être en accord avec la fluidité de l'univers, avec le flux de l'univers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je pense, accepter. Accepter les choses telles qu'elles arrivent. Et évidemment, alors je ne vous parle pas des choses que l'on peut changer, hein, je pense que ça tombe sous le sens. Si on pouvait stopper le virus, arrêter le robinet et puis stopper la pandémie, évidemment que les choses auraient une autre contenance. Mais là, je vous parle de choses que l'on ne peut pas changer. Les choses qui arrivent dans notre vie et bah, il n'y a rien à faire, elles sont là. Donc, pour être en accord avec ce flux de l'univers, cette fluidité de l'univers, eh bien, le premier pas, c'est d'accepter. L'acceptation est le premier pas vers la fluidité. Et qui dit fluidité dit bonheur, dit sérénité. Donc en fait, l'acceptation des choses est le premier pas vers la sérénité. On peut dire ça aussi comme ça. Alors c'est un peu raccourci et je pense que, en tout cas, ce fut le cas pour moi, pour me permettre d'accepter des choses qui auparavant étaient à mon sens inacceptables. Je veux parler de choses comme la mort, le suicide, les divorces, les incendies, les catastrophes, des choses comme ça que je ne supportais pas, qui arrivaient dans ma vie et que je ne comprenais pas. Eh bien, pour les accepter, il m'a fallu apprendre certaines choses, notamment toute la philosophie du yoga. En tout cas, c'est la philosophie du yoga, toute l'histoire qui tient la philosophie du yoga, qui m'a permis de comprendre ces choses-là et que j'ai retrouvées ensuite dans toutes les grandes spiritualités, que ce soit le yoga, ou bien le soufisme, ou bien le bouddhisme, ou le Tao, etc., etc. Et donc, ces choses-là, eh bien, ce sont tout simplement des lois. Mais pas des lois humaines, certainement pas. Des lois, les lois de l'univers, les lois qui régissent l'univers. Parce que il faut bien aussi avoir conscience d'une chose, je pense qu'à notre époque, on en prend de plus en plus conscience, c'est qu'on n'est pas tout seul, nous, les petits humains sur la planète Terre. On n'est pas tout seul et on fait partie d'un gigantesque système galaxique et autres choses, du microcosme au macrocosme, et que dans ce gigantesque système, eh bien, il y a des lois.
des lois qui font tourner les planètes, des lois qui font que les planètes restent à certaines distances, que le jour se lève, que le soleil brille, enfin bref, des lois qui régissent l'univers. Et parmi ces lois, enfin, avant de les voir un petit peu en détail, il faut quand même savoir aussi que ces lois en Occident, on les a carrément totalement oubliées. Oubliées, négligées et j'irais même jusqu'à dire piétinées. On s'en fiche quasiment, on n'en tient pas compte du tout et cela a des conséquences. Et ça d'ailleurs, c'est une des premières lois. La loi dont vous avez certainement entendu parler, la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, c'est tout simplement de considérer que chaque action, et quand je parle d'action, je veux dire aussi pensée, consciente ou inconsciente, hein. Ça va très loin, la loi de cause à effet. Ça englobe tout le plus infime mouvement qui se passe dans l'univers. Action, pensée, consciente, inconsciente, bon, bref. Eh bien, chaque acte posé a une conséquence. C'est aussi bête que ça, la loi de cause à effet. C'est aussi bête que ça, mais ça a des répercussions, allez, je trouve même pas de mots, incommensurables, immenses, gigantesques, infinies, parce que ça veut dire que tout ce que je fais là maintenant, par exemple, je suis en train de parler devant une caméra, etc., ça aura des conséquences. Je ne les connais pas. A priori, j'espère que vous allez regarder cette vidéo, par exemple. Ça sera déjà une conséquence. Une autre conséquence, ben, ça va peut-être vous faire penser à ceci ou à cela, ça va peut-être vous faire réfléchir. Et ceci, cela. Et tout ce que nous faisons, nous posons comme action a des conséquences. Bon, c'est une des premières lois. L'autre aspect de cette loi, c'est, si on la prend dans l'autre sens, la situation dans laquelle je suis ici, maintenant, peut être aussi considérée comme le résultat, la conséquence d'une action ou pensée ou chose comme ça, passée. Vous voyez, donc ça va dans les deux sens. Voilà, donc déjà cette première loi de cause à effet peut nous permettre de commencer à accepter un événement qui arrive en le considérant comme la conséquence d'une cause passée. Alors cette cause, on la connaît ou pas, elle peut être extrêmement lointaine, elle peut être inconsciente ou elle peut être dans le passé de notre famille ou quoi que ce soit, ou dans le passé d'une société, de l'histoire, etc. En tout cas, personnellement, ça m'a beaucoup aidé de me dire que les choses qui arrivent dans ma vie sont nécessairement des conséquences de choses passées. Ça, c'est donc un premier point. Et puis, il y a une autre loi extrêmement importante dans l'univers, c'est celle de l'impermanence. Hein, c'est un terme qui est très couramment utilisé dans le bouddhisme, mais dans toutes les spiritualités. Hein, parce que ça fait partie de notre univers, cette impermanence qui nous dit que rien ne dure. Tout simplement, rien ne dure. Or, rien ne dure, ça veut donc dire que tout s'arrête à un moment, hein, on est bien d'accord. Or, nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, on est ainsi fait que on voudrait que tout dure éternellement. Alors, encore une fois, évidemment, ça dépend de notre éducation. Mais je parle surtout du côté occidental, où on est tout à fait déconnecté des choses essentielles de l'univers, où on grandit avec des histoires de princes charmants et le bonheur éternel et le truc, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, etc., etc., où on n'accepte même pas la mort parce qu'on essaye toujours de l'éviter ou de prolonger la vie, etc., etc. Bref, en tant qu'être humain
particulièrement occidentale, mais bon, faut quand même reconnaître que c'est la nature de l'ego, tout simplement, de vouloir faire durer les choses et d'être attaché aux choses. Donc quand les choses ou les situations s'arrêtent, évidemment, souffrance. Alors, si on implémente cette deuxième loi dans notre vie, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, hein, ça demande un certain travail, ça demande évidemment de le vouloir déjà, enfin, en premier lieu de considérer que, ben oui, peut-être, ça mérite de s'y intéresser, et puis ensuite, si on se rend compte qu'effectivement, ben oui, dans la nature, rien ne dure, eh bien je peux peut-être implémenter cela à ma façon de vivre, à ma façon de penser. Et déjà, eh bien, si vous arrivez à ce stade-là, eh bien vous verrez que la vie sera beaucoup plus facile. Et puis, il y a une troisième loi, et cette loi, on va en voir directement l'implication dans la situation présente, de notre monde présent, qui fera aussi l'objet d'une autre vidéo parce que le sujet est énorme. C'est la loi de l'équilibre. De l'équilibre, comment dire, il y avait un Indien qui disait que la nature ou l'univers est en recherche, est en déséquilibre constant, mais en recherche perpétuelle d'équilibre. C'est-à-dire que, oui, rien ne dure, tout est en mouvement permanent, et donc il y a en permanence un espèce d'état de déséquilibre. Mais en même temps, il y a toujours une recherche d'équilibre. C'est aussi ce qui crée ce mouvement. Et un exemple qui me parle assez bien, en tout cas, peut-être ça vous éclairera un petit peu, c'est d'imaginer le vent. Qu'est-ce que c'est que le vent? Le vent, c'est ni plus ni moins qu'un mouvement de masse d'air entre une zone où la pression est très haute et une zone où la pression est très basse. Et là où la pression est très haute, eh ben, forcément, ça descend. Ça descend. C'est attiré par les zones où la pression est très basse. C'est comme une histoire de vase communicant, si l'on peut dire. Hein. Les vases communicants, on ne peut pas avoir un truc en haut et un truc en bas. S'ils communiquent par en dessous, nécessairement, ça va revenir à peu près comme ça, quoi. Et si ça bouge, eh ben, ça fait comme ça. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Ça, c'est impossible. Or, et ça, c'est ce dont je vous parlerai en plus en détail un peu plus tard, notre monde est arrivé à une situation de déséquilibre comme ça, voire au-delà de l'écran. Et ce genre de situation n'est pas viable, n'est pas durable, n'est même pas tolérable. Et comme nous, les humains, eh bien, on est relativement incapables de remettre l'équilibre lorsqu'on est arrivé aussi loin, eh bien, la nature nous aide. La nature, l'univers, les événements qui arrivent sont peut-être là. En tout cas, ils vont nous aider, Inch'Allah, comme on dit, à retrouver un équilibre dans le monde. Donc, si on résume, en tout cas ces trois lois, il y en a d'autres, mais pour le moment on va garder que celle-là. La loi de cause à effet, action-conséquence, état présent, cause dans le passé, action-conséquence dans le futur. Donc tous les événements sont interreliés. Ensuite, la loi de l'impermanence, rien ne dure, tout à un moment s'arrête, tout change. Et la loi de la recherche perpétuelle de l'équilibre. Eh bien, ces trois lois, évidemment, sont interconnectées. Hein. Il n'y a rien qui soit isolé dans l'univers. Tout est interconnecté. Mais si vous commencez à les considérer, à vous dire, tiens, est-ce que je peux les observer dans ma vie ou là, autour de moi? Et si vous commencez à les accepter comme étant réels,
eh bien, vous verrez que vous serez à même de prendre du recul par rapport aux événements, à voir les événements d'une façon plus globale et à mettre de côté votre propre personne, votre propre ego, qui a forcément des désirs, des besoins, des envies, des ceci, des cela, des plans, des projets, et que parfois, eh bien, nos plans, nos projets, nos désirs, blablabla, ne sont pas exaucés, si on peut dire, ou réalisés, ils sont peut-être cassés en plein milieu, et que, eh ben, c'est bien aussi. Tout est bien parce que ça vient des lois de l'univers. Parce qu'il y a des lois qui sont au-delà de mon petit ego. Et que les lois de l'univers, elles, sont justes. Les lois de l'univers sont justes et elles sont neutres. C'est quelque chose, en tout cas, qui, à moi, m'a fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il est vraiment important de considérer cet aspect-là aussi. Tout comme les expériences, ces lois sont neutres, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun aspect style punition, style blâme ou style récompense ou jugement. Toutes ces choses-là, en fait, ont été rajoutées par les humains. C'est quelque chose dont peut-être les humains ont eu besoin pour comment est-ce qu'on dit, pour diriger, pour faire peur, pour écraser, pour soumettre, je ne sais pas trop quoi, et peu importe. L'important à garder en tête, c'est vraiment que les lois de l'univers répondent en fait à une loi encore plus globale, dont je n'ai pas encore parlé parce que c'est un autre sujet, qui s'appelle la loi du dharma, ou du dharma, avec l'accent français, la loi du dharma. Le dharma, en gros, on peut appeler ça comme les piliers de l'univers. C'est ce qui fait que l'univers est cohérent. Et parfois, souvent, même, pour que l'univers soit cohérent, pour que l'univers tienne en cohésion, eh bien, les désirs de nos égos individuels ou de nos égos de pays ou de société, de choses comme ça, ne peuvent pas être réalisés. C'est tout. Et à un moment, donc, nos désirs sont arrêtés par des événements, alors quels qu'ils soient, qui arrivent là. Nos désirs, nos plans sont tout remis en question, d'une façon qui va permettre à l'univers de continuer en cohésion dans le dharma. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vision vous apporte un petit peu quelque chose, de quoi réfléchir un petit peu, de quoi apporter de l'eau peut-être à votre moulin, je ne sais pas. Je continuerai à vous parler de choses dans ce style, notamment du déséquilibre de la planète dans lequel nous baignons actuellement. C'est pour moi un sujet important car il est lié aussi à d'autres sujets et vous verrez que ces autres sujets sont pleins de réjouissance, de sources de réjouissance en tout cas, parce que là on a parlé pas mal des souffrances, des trucs plutôt difficiles à vivre, mais qu'on peut transformer, entendons-nous bien, gardons bien ça en tête. Mais je prévois de vous parler également de magnifiques projets qui existent actuellement, qui éclosent un petit peu partout sur la planète et dans lesquels personnellement je suis assez investie et qui donnent un énorme espoir quant au devenir de notre planète et puis qui apportent du sens également à tout ce que nous vivons en ce moment. Donc ça sera pour voilà, les prochaines... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, comme les Shadocks. Cling, on ferme et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.